a band of brothers and native to the soil, fighting for the property we gain by honest toil. Nous sommes donc arrivés en l'an 1860, c'est-à-dire près d'un an avant la guerre de sécession, et une année décisive car c'est à cette époque que l'on va observer les élections américaines qui vont élire un nouveau président de la fédération. Mais avant de parler de cet événement, il convient de parler de ce qui divise à cette époque les deux parties des États-Unis, le Nord et le Sud. Comprendre cela est donc primordial pour comprendre la guerre de sécession. Alors commençons tout de suite avec l'étude du Sud. Mais tout d'abord, il faut définir ce que sont les États du Sud. En effet, pour des francophones qui sont assez peu familiers de la géographie américaine, cette notion peut paraître un peu abstraite. Sur cette carte des États-Unis en 1860, vous pouvez voir en jaune les États du Sud, en bleu les États du Nord et également de l'Ouest, mais ça c'est encore autre chose. Et en gris, enfin les territories. Ces territoires sont en gros soit des États qui n'ont pas été formés en tant qu'États à part entière, pour cause de pas assez de population, ou alors qu'il n'y a pas encore assez eu de développement là-bas, pas assez de chemin de fer, de télégraphe, tout ça, voire même certains de ces territoires ont directement été confiés aux Amérindiens parce que déporter des populations de la vallée de l'Ohio et de la vallée du Mississippi, c'est bien beau, mais à la fin, faut quand même les mettre quelque part, et ces nouveaux territoires du Middle West sont parfaits pour parquer toutes ces populations là-dedans. Maintenant, parlons de la démarcation entre le Nord et le Sud. Comment elle se fait? On peut donc définir les États du Sud comme les États étant placés au sud de ce que l'on appelle la ligne Mason-Dixon. La ligne Mason-Dixon est une ligne établie entre 1763 et 1767 par les Anglais et par les géographes Mason et Dixon. Au début, durant la période des 13 colonies, cette démarcation servait simplement à délimiter de manière géographique les États du Nord, qui avaient des climats plus froids, plus tempérés, avec beaucoup de forêts, la montagne et les monts des Appalaches, des États du Sud des États-Unis, qui étaient quant à eux beaucoup plus propices à l'agriculture, ayant des climats plus tempérés que leurs confrères du Nord. Après l'indépendance des États-Unis et la conquête de l'Ouest, cette ligne va avoir un but purement économique, c'est-à-dire de délimiter les États ayant l'autorisation de pratiquer l'esclavage des États n'ayant pas cette autorisation, et n'en ayant d'ailleurs pas réellement besoin en réalité, étant donné le développement de l'économie industrielle au nord. Également, ça va devenir un marqueur politique, car les États du Sud vont demander cette ligne afin de pouvoir garantir tout d'abord l'esclavage et donc leur survie du point de vue économique, et également d'avoir une sorte d'unité de tous les États du Sud esclavagistes au Parlement et au Sénat américain. Et également pour les États du Nord et les gens qui étaient du courant abolitionniste, qui voulaient abolir l'esclavage, cela permettait en même temps d'avoir de son côté les États du Sud, de ne pas les avoir contre la fédération, également de leur donner des garanties, mais de se laisser en sous-main
une petite voie de sortie pour abolir l'esclavage au final, mais pour le faire de manière progressive et non pas directe comme un gros bourrin en disant maintenant c'est interdit. Cette volonté d'ailleurs abolitionniste découle de la raison que la Constitution, étant donné qu'elle garantit l'égalité et la liberté de tous les citoyens américains devant la loi, avoir des esclaves, ça la fout un peu mal pour un État qui se veut égalitaire. Et donc, si on regarde maintenant d'un point de vue plus historique, ces États du Sud, constitués au début de l'indépendance par la Virginie, les deux Carolines et également de l'État de Géorgie, vont, eux, souvent rentrer en opposition face à l'État fédéral, le jugeant souvent bien trop intrusif dans leurs affaires, notamment sur la question de l'esclavage, encore une fois. Également, tous ces États étaient plutôt de la mouvance républicaine, c'est-à-dire de décentralisation à l'extrême du pouvoir fédéral, et rêvaient de confédération. Bref, cette ligne qui sépare le nord du sud va être un véritable marqueur définitif qui va séparer les États du sud du reste des États-Unis. Et bientôt, les Dixie, nom donné par les nordistes et même les sudistes à leur propre population, vont s'identifier donc par leur culture, leur patriotisme vis-à-vis de leurs États et surtout la peur de la submersion face aux États du Nord, plus peuplés et qu'ils pensent hostiles, avec l'émergence par exemple de groupuscules anti-esclavagistes menant des actes de terrorisme dans les États du Sud pour libérer les esclaves. Alors, aujourd'hui ça peut nous paraître très bien parce que l'esclavage, bon, c'est pas trop positif. Mais pour les sudistes à l'époque, ça crée un climat de terreur, de peur et de méfiance extrême face à l'État fédéral. Et donc, en 1860, la liste des États au sud de la ligne Mason-Dixon, donc que l'on appelle États sudistes, sont le Texas, la Louisiane, l'Arkansas, le Missouri, le Mississippi, le Tennessee, le Kentucky, l'Alabama, la Géorgie, la Floride, les Carolines du Nord et du Sud, les deux Virginies, la Virginie normale et la Virginie orientale, le Maryland et le Delaware. Alors, même si ça peut nous paraître donc une séparation définitive et purement linéaire, il n'y a plus rien qui passe, c'est pas vraiment le cas dans la réalité. Car par exemple, certes, les États du Sud se sont créés au fur et à mesure des années un véritable sentiment commun, mais il faut rajouter que certains États quand même, malgré le fait qu'ils soient esclavagistes, se sentent plus proches des valeurs du Nord que celles du Sud. C'est par exemple le cas du Delaware, du Maryland, voire même du Missouri. Bref, attention à ne pas non plus faire de raccourcis. Maintenant, parlons un peu de tous ces États du Sud. Qu'est-ce qui les caractérise? Commençons par l'économie. Nous avons déjà dit à plusieurs reprises que l'économie du Sud était une économie agricole. Mais elle diffère tout de même selon les régions. À l'ouest, les terres plutôt arides du Texas laissent place à une économie tournée vers l'élevage. C'est le fameux cliché des ranchs et des fermes bovines texanes qui crée d'ailleurs parmi cette population sudiste texane une grande culture du cheval et de l'équitation, qui donnera d'ailleurs durant la guerre de sécession les fameuses unités de Texas Rangers, la meilleure cavalerie
probablement de la guerre de sécession, et également la cavalerie d'élite du Sud durant toute cette guerre. Le reste des États se tournent alors, quant à eux, vers une économie plutôt tournée vers de l'agriculture pure, avec soit d'immenses champs de produits rares et prisés par les élites européennes, comme le coton, très important dans l'industrie alors en plein essor à l'époque, mais également avec le tabac, le sucre, cultivés par des esclaves de plus en plus chers suite à la fin et à l'interdiction de la traite négrière. Et ces immenses fermes et champs étant contrôlés par de grands propriétaires terriens, extrêmement riches. Puis ensuite, on a également des petits champs, des petites terres cultivées par la multitude de paysans blancs que constitue la population sudiste. Et donc, on pourrait qualifier un petit peu ces États de véritables greniers à blé des États-Unis. Cette économie, donc très agricole, laisse peu de place à l'industrie. Le réseau ferré du Sud est très peu développé par rapport au Nord, et les industries peu nombreuses. De plus, on a des villes du Sud, telles Richmond, Atlanta, Charleston, qui sont très éloignées les unes des autres par les champs. Ce manque de chemin de fer et d'industrie se fera énormément ressentir durant la guerre de sécession, pour le côté sudiste. Mis à part cela, on a également énormément de grands ports qui participent à l'économie, car en effet, un autre point très important, c'est que la richesse du Sud, qui dépasse d'ailleurs parfois celle du Nord industriel, est totalement dépendant de l'étranger. En effet, la vente de toutes les denrées et produits rares que le Sud produit dans ses énormes plantations d'esclaves sont majoritairement exportés vers l'Europe, créant une économie dépendante de l'extérieur et ouverte sur l'Europe et sur le monde. Et également, cela crée une dépendance des pays européens vis-à-vis du King Cotton, qui était le meilleur coton du monde à l'époque, que tout le monde s'arrachait dans les industries textiles européennes, en plein essor. Également, ce point fait enrager les industriels du Nord, et surtout les industriels textiles du Nord, demandant des ristournes de prix entre compatriotes américains, toujours refusés par leurs confrères du Sud, ne voulant pas faire baisser leurs profits et leurs marges. Bref, ces choix économiques font enrager le Nord, voulant plus de protectionnisme pour profiter de la qualité du King Cotton et concurrencer les grandes industries européennes. Ainsi, de nombreux industriels financent et encouragent des mouvements abolitionnistes, pas réellement par altruisme, mais surtout pour mettre la pression sur les États du Sud et voire même totalement contrôler la production de coton. Au Sud, on observe la création, au fur et à mesure des années, d'une société très différente que celle du Nord. Une société plus traditionnelle, plus conservatrice, très proche de ce que l'on peut voir en Europe. Elle est divisée à peu près en 3 classes. Tout d'abord, nous avons les riches propriétaires de plantations, formant une sorte d'aristocratie, très proche de celle que l'on peut voir en Europe. Ces personnes sont assez aisées et héritent soit des plantations et des immenses terres que leur donnent leur père ou leur grand-père, ou même font carrière en politique. Une autre partie d'entre eux font carrière dans l'armée. En effet, cette culture martiale, issue justement de l'héritage aristocratique européen, se fait énormément voir dans les États du Sud,
où cette sorte d'aristocratie républicaine se fait énormément voir dans les collèges militaires américains, notamment l'un des seuls qui existait à l'époque, celui de West Point, dans l'État de New York. Cela va faire que durant la guerre de sécession, les officiers confédérés vont remporter énormément de succès au début, car ils seront simplement plus compétents que leurs confrères du Nord. De plus, ces officiers confédérés, ces officiers sudistes de cette aristocratie, vont être plus fidèles, à vrai dire, à leurs États qu'à l'État fédéral. Pour eux, l'armée, l'Amérique, les États-Unis, c'est rien. Ce qui compte réellement, c'est le patriotisme et leur fidélité qu'ils ont envers leur État. Et c'est pour ça que bon nombre d'officiers compétents de l'armée fédérale vont quitter celle-ci pour rejoindre les rangs du Sud. La deuxième classe que l'on peut ensuite identifier, c'est celle des petits paysans blancs, se disputant le reste des terres fertiles qu'ont bien voulu leur céder leurs élites. Ce sont des gens assez simples, ayant développé leur propre culture que l'on appelle Dixie. Ils sont généralement très pauvres et à cause de cela ressentent une peur vis-à-vis des esclaves. Pas tellement parce qu'ils sont xénophobes ou racistes, même si c'est le cas pour certains, mais plutôt par nécessité économique justement. Car si ces esclaves étaient libérés et affranchis, on devrait leur donner des terres pour qu'ils puissent les cultiver. Et donc, la quantité de terres cultivables, déjà très faible pour ces petits agriculteurs blancs, serait encore plus faible pour ceux-ci. Et donc, ça aurait pour conséquence de les appauvrir. Et donc, ils ressentent une peur de l'esclave affranchi surtout. Et de cela, ils en retirent une méfiance vis-à-vis, non pas tellement de l'État fédéral, même si un peu, comme leurs élites, mais surtout du Yankee du Nord, fomentant des insurrections et des révoltes d'esclaves, et étant là pour absorber les États du Sud, leur culture, et surtout les appauvrir. Enfin, la dernière classe que l'on peut identifier dans la société sudiste, c'est celle des esclaves, représentant environ un tiers de la population du Sud à l'époque, mais dont nous reparlerons plus précisément dans une vidéo postérieure. Un autre facteur vient également intervenir dans la formation de la société du Sud, la religion. Celle-ci, qui est donc protestante, mais qui diffère selon les différentes branches, imprègne énormément la culture des élites et également du peuple. Les petites gens sont très pieux et écoutent énormément les pasteurs protestants, notamment dans certains choix politiques. Également, l'Église protestante américaine du Sud conforte les élites dans le fait que l'esclave n'a soi-disant pas d'âme et est un objet, ce qui fait qu'on peut les utiliser comme esclaves. Tout ce que l'on peut retirer de cela au final, c'est que l'on a une société très fermée et ressemblant en de nombreux points à une société européenne. Ses habitants sont fiers de leurs particularités culturelles et de leurs États, et veulent protéger à tout prix cela face aux appétits du Nord. La société est, dans la tête de ses habitants, perpétuellement menacée de submersion et d'intégration par les États du Nord. Pretty girls like the king of old. May he have the pretty girls like the king of old. May he have the pretty. Cette unité culturelle, on pourrait dire, en tout cas en apparence, se voit également en politique. Car pour maintenir les intérêts du Sud, qui sont à la fois culturels mais surtout économiques, il faut s'unir derrière un parti et un candidat. Mais ça ne passe pas que par cela.
En effet, l'on avait déjà vu auparavant, avec la création du système politique américain, l'influence des États du Sud voulant un système de représentation égalitaire aux élections pour tous les États, leur permettant de maintenir la face aux États plus peuplés du Nord et également par d'autres systèmes, notamment au Sénat. Également, on va voir durant les années qui vont suivre les différents mandats, la création d'un parti qui va être acquis aux idées du Sud. Et non, ce n'est pas le parti républicain comme on pourrait le penser aujourd'hui, c'est le parti démocrate. Alors, certes aujourd'hui le parti démocrate peut paraître comme le grand défenseur du progressisme, de la modernité, du droit des LGBT, tout ça c'est merveilleux, mais il faut savoir qu'en 1860, les démocrates, ce sont de gros esclavagistes. En effet, ce parti, à l'époque, milite pour les États du Sud, esclavagistes, voulant au mieux maintenir l'esclavage, au pire sortir de manière progressive de celui-ci, et promouvait une plus grande indépendance des États vis-à-vis du pouvoir fédéral, ainsi que l'ouverture de l'économie vers le monde. Alors, certains de ces thèmes sont repris aujourd'hui par le Parti républicain, pas l'esclavage bien sûr, mais le fait d'avoir un peu plus de décentralisation, la méfiance vis-à-vis de l'État fédéral, mais par contre, sur le fait qu'il y ait une économie ouverte au monde, le mondialisme, au final, c'est assez proche de ce que pense et de ce qu'est aujourd'hui le Parti démocrate. Et donc, nous pouvons en venir en 1856 aux élections présidentielles de cette année. Le vote des États du Sud de la ligne Mason-Dixon est totalement uni derrière le candidat démocrate James Buchanan, qui remporte l'élection d'ailleurs, montrant à quel point unis les États du Sud peuvent être puissants politiquement. Le camp républicain est quant à lui second, avec des idées opposées aux démocrates, c'est-à-dire plus centralisateurs et plus protectionnistes, ce qui est donc sur le cas du protectionnisme encore actuel aujourd'hui. En bref, les États du Sud de la ligne Mason-Dixon sont très intéressants à étudier et représentent une culture et une manière de penser totalement opposées au Nord. Ils arrivèrent, durant les premières années des États-Unis, à se maintenir à flot et à protéger leurs intérêts face au Nord et aux républicains. Mais ceux-ci n'ont pas dit leur dernier mot. Et la présidence suivante et les élections suivantes risquent bien de tout changer.